Bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Bienvenue pour ce webinaire et cette discussion que nous allons avoir ce soir au sujet d'une d'une information qui nous tient particulièrement à cœur et qui s'est invitée au centre de nos vies depuis le début de cette pandémie. Nous allons attendre 1 ou 2 minutes pour permettre encore à celles et ceux qui vont nous rejoindre de commencer en même temps que nous. Que vous sachiez, nous enregistrons nos webinars. Donc, si vous le souhaitez, nous pourrons vous faire parvenir une copie de cette vidéo. Elles seront aussi postées sur nos réseaux YouTube, sur nos chaînes YouTube. Sur la mienne personnellement, donc de Jean-François Bonneté, sur celle de Français du Texas et du Sud-Ouest, et nous les posterons sur nos réseaux sociaux également. Voilà. Donc, vous pourrez avoir une vidéo complète de la discussion de ce soir. Donc, nous allons commencer ce webinaire. Je suis Jean-François Bonneté. J'ai le privilège d'être le conseiller des Français de l'étranger pour votre circonscription, la 3e circonscription des États-Unis d'Amérique, qui englobe le Texas, la Louisiane, l'Oklahoma et l'Arkansas. Donc, nous organisons ce webinaire ce soir avec Maître Églantine Povarel, que je vais présenter, même si on n'a plus tellement besoin de présenter Maître Povarel dans notre communauté. Et donc, le sujet que nous allons traiter ce soir, c'est l'annonce que nous avons eue il y a maintenant 8 jours de la levée à venir du ban qui est en place depuis malheureusement trop longtemps et qui va normalement concerner tous les voyageurs européens vaccinés. Voilà. Donc, Maître Églantine Povarel va nous parler de ça. On va également faire un point sur la situation telle qu'elle est aujourd'hui, sur l'ensemble des paramètres, on va dire, de rentrée et sortie sur les États-Unis et la France. On parlera également de la situation à l'ambassade des États-Unis à Paris. Et comme d'habitude, plusieurs remarques complémentaires. Vous pourrez bien sûr poser vos questions dans le chat, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous vous demandons par contre de les poser à titre général, puisque le webinaire de ce soir est un webinaire d'information et de discussion pour répondre au mieux à vos préoccupations, mais Maître Povarel ne peut pas répondre à des questions personnelles. Donc nous vous demandons s'il vous plaît de bien vouloir tourner vos questions de façon générale, afin que nous puissions au mieux répondre à vos attentes et à vos questions. Et nous vous en remercions par avance. Donc, comme vous le savez, c'est un sujet très douloureux pour beaucoup d'entre nous dans la communauté sur l'ensemble de l'Amérique du Nord et des États-Unis. Et donc, ce qui s'est passé le 20 septembre est une vraie lueur d'espoir. Et je tiens à avoir une pensée pour de nombreuses et nombreux de nos compatriotes, et vous en faites peut-être partie, qui depuis presque 2 ans maintenant n'ont pas pu vraiment avoir de lien avec leur famille. On a eu des familles éclatées, on a eu des personnes qui n'ont pas pu rentrer en France pour des enterrements de parents, d'être proches, d'être aimés, qui n'ont pas pu revoir leur famille, leurs enfants. Et donc, on a vraiment une pensée pour vous toutes et vous tous, car ce sont été des moments particulièrement difficiles. Donc voilà, on pense énormément à vous et on espère que tout cela va donc cesser rapidement en novembre. Une rapide présentation de Maître Églantine Povarel. Donc, Maître Povarel est diplômé du prestigieux Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, du Centre de droit de l'Université de Houston et est membre de l'American Immigration Lawyer Association. On a de la chance puisque Églantine participe aussi très activement à la vie dans notre communauté et je l'en remercie
Elle est toujours disponible et prête à nous aider, notamment dans un grand nombre d'associations bilatérales, sociales et culturelles. Donc, Églantine, merci beaucoup à toi. Donc, sans plus attendre, Églantine, je vais te passer la parole. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions dans le chat. Je précise que ce webinaire va présenter un état des lieux à ce jour, c'est-à-dire au 28 septembre 2021. Comme vous le savez, les choses peuvent évoluer très rapidement. Donc, nous faisons un point sur l'ensemble des informations qui sont disponibles à ce jour. Donc, Églantine, je te laisse la parole, peut-être pour faire un point déjà sur la situation telle qu'elle est aujourd'hui, nous éclairer sur donc, la levée du ban à venir début novembre, et ensuite on rentrera dans une discussion avec l'ensemble des personnes qui nous suivent ce soir. Merci beaucoup encore à toi, Églantine, je te laisse la parole. Avec plaisir, merci. Bonjour à tous. Donc d'abord, je voulais mon disclaimer américain comme d'habitude. C'est un webinaire à visée générale et donc je ne suis pas en train de donner de conseils légaux et donc il n'y a pas de relation client qui sera établie par cette discussion. Je suis heureuse de vous parler de choses qui vont être positives, donc c'est pas toujours le cas. Ça, c'était une annonce qui n'était pas attendue, elle arrive un petit peu soudainement le 20 septembre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, il y a juste eu une annonce. Donc, les règles n'ont pas changé et on ne sait pas quand est-ce que les règles vont changer. Je veux que ce soit très, très important quand on commence à parler de tout ça parce que ça a un effet direct, le fait qu'il n'y ait pas eu de guidelines, d'explication par l'agence en charge d'expliquer comment les choses vont fonctionner dans le futur. Ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a des idées sur ce qui va peut-être se mettre en place, mais rien n'est sécurisé. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que Jeffrey Zients, qui est, en anglais, son titre, c'est White House Coronavirus Response Coordinator. Donc, c'est le coordinateur officiel de la Maison-Blanche donc, sur la question du coronavirus, qui a annoncé dans une conférence de presse le 20 septembre que le gouvernement américain s'apprêtait à réouvrir les frontières américaines aux individus vaccinés. Et donc, cette annonce est entourée de l'idée que c'est restreint aux personnes qui ont été vaccinées, qui seront fully vaccinated. Et elle ne changera probablement pas les questions relatives aux tests. D'accord? Donc, en termes de vaccination, une des choses que vous pouvez déjà anticiper, c'est qu'il y a un concept dans le CDC qui est publié, qui est déjà disponible, qu'on considère une personne fully vaccinated, complètement vaccinée, si cette personne a reçu le deuxième shot du vaccin Pfizer ou Moderna, il y a plus de 2 semaines, ou une dose du vaccin Johnson & Johnson depuis plus de 2 semaines. D'accord? Donc ça, c'est des guidelines qui sont déjà en place sur le CDC. Je pense qu'une des choses qui retarde à l'heure actuelle les annonces de mise en place, c'est que donc Jeffrey Zients a bien expliqué qu'il allait prendre plusieurs semaines pour discuter avec les agences aériennes sur comment le mettre en place. Je pense qu'il y a des discussions qui sont également en train d'être faites au CDC pour voir quels sont les vaccins qui seront autorisés et quelles seront les exemptions. Par exemple, à partir de quel âge un enfant sera obligé d'avoir un vaccin pour pouvoir qualifier sur ces exemptions. Donc, je veux juste pointer du doigt, il y a déjà une explication sur le CDC sur le concept de fully vaccinated, mais gardez à l'esprit que rien n'est vraiment établi. Et donc, de la conférence de presse, il y a eu beaucoup d'articles, certains ont dit début novembre, d'autres fin novembre. Le mot novembre a été prononcé. Ça ne veut pas dire que ça arrivera exactement à une certaine date en novembre, pas tant qu'on n'aura pas les annonces formelles, soit de la Maison-Blanche, soit du Department of State. D'accord? Ça, c'est vraiment les 2 sites web qu'il va falloir suivre pour voir quand ça change. Donc, un deuxième point. Un deuxième point que je voulais souligner là-dessus. Pardon, une petite seconde, je suis désolée. Donc, par rapport à ça, on a vu votre question. Vas-y, Églantine.
Oui, donc sur les enfants, aucune explication formelle à l'heure actuelle. Sur la validité des vaccins, aucune explication, enfin aucune analyse finale. Donc pour l'instant, il y a certains vaccins, par exemple le vaccin en Russie, il y a certains vaccins au Mexique qui pour l'instant ne sont pas nécessairement reconnus par le CDC. Donc à la fin, je pense qu'on aura des guidelines qui sont précises, mais à l'heure d'aujourd'hui, les 3 vaccins qui de sûr sont reconnus du côté américain sont Pfizer, Moderna et Johnson Johnson. OK. Donc, Mais donc, Églantine, la question qu'il y a, c'est AstraZeneca. Est-ce que AstraZeneca fait partie de ces vaccins pour le moment? pour l'instant, je les ai pas vus, je l'ai pas vu listé, mais ça ne veut pas dire que c'est pas sur le CDC. Quand j'ai regardé les règles sur le CDC, les 3 qui sont sortis, c'était ces 3-là. Je pense que tant qu'on n'a pas une annonce formelle de la Maison-Blanche, du CDC et du DOS, on n'aura pas la liste des vaccins qui est acceptée ou acceptable. Il y aura peut-être également des questions de réciprocité, des questions de qu'est-ce qui est reconnu en termes de vaccination nationale dans l'État dans lequel il y a eu une vaccination. C'est des points précis qui, à l'heure actuelle, c'est des questions ouvertes. Et donc, si vous avez déjà un des vaccins reconnus, et que vous en êtes à votre première dose, prenez le temps. Vous avez la capacité d'avancer sur ce point-là pour avoir eu la deuxième vaccination, s'il y avait besoin d'une deuxième vaccination, plus de 15 jours avant le début de novembre, au cas où cette ouverture arrive plutôt en novembre que prévu. Donc, si une fois qu'on a les guidelines, d'accord, si ça passe tel que ça a été annoncé, ça veut dire que pour les personnes qui sont vaccinées, il y aura un impact direct sur l'adjudication des visas. D'accord. Donc, les visas ne seront plus refusés simplement sur le fait d'avoir été présent sur un des territoires qui est inclus dans l'ordre exécutif. Ce qui est à l'heure actuelle un vrai problème. Et donc, on reviendra sur les rendez-vous disponibles à Paris. Mais donc, il y aura un vrai impact là-dessus et il y aura un impact sur la capacité de prendre l'avion et de se présenter à la frontière avec le visa. Donc, ça sera le cas pour les personnes vaccinées. À l'heure actuelle, il n'y a eu aucune explication publiée sur les personnes qui n'ont pas été vaccinées. Donc, il y a une possibilité que les règles restent les mêmes pour les personnes non vaccinées. Il y a une possibilité que les règles soient modifiées ou ajustées. Donc ça, tant qu'on n'a pas les guidelines d'implémentation, on ne sait pas. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les règles qui ont été développées depuis 2 ans sont en place, elles n'ont pas changé. Donc, ça veut dire que lorsqu'on est présent sur un des territoires listés, donc dans l'espace Schengen, on a toute une série de pays, on a également l'Angleterre et l'Irlande, on a le Brésil, la Chine, l'Iran, l'Afrique du Sud. Il y a beaucoup de pays qui sont impactés par ces restrictions de voyage. On ne peut pas se présenter aux États-Unis, sauf si on a fait une quarantaine de 14 jours complète dans un pays qui n'était pas impacté par l'ordre de restriction des voyages, sauf si on est exempt. Et donc, je vais revenir un petit peu sur les exemptions juste pour... Elles n'ont pas changé, mais je pense que des fois, ça aide d'entendre un peu une réexplication des points clés. Ou alors, on est soit exempt, soit on a une exception. Donc, qui est exempt? Les époux de citoyens, donc d'abord les citoyens américains et les résidents permanents, ça c'est automatique. Les époux d'un citoyen américain ou d'un résident permanent. D'accord. Donc, pour ces personnes qui sont exemptées de fait de leur mariage, de fait d'une relation, gardez bien à l'esprit que le texte ne requiert pas que la personne soit avec vous, d'accord, mais ça requiert une documentation que la relation existe et que la personne avec laquelle vous êtes lié est américaine ou résidente, d'accord? Donc, si vous êtes marié à un citoyen américain, cette documentation, c'est un certificat de mariage et un document prouvant la citoyenneté ou la résidence de l'époux ou de l'épouse, d'accord? Il ne faut pas oublier qu'il faut documenter la bonne relation, d'accord? Et ça peut être particulièrement... Des fois, ça peut poser problème quand on parle d'un enfant ou d'un stepchild, d'accord? Donc, l'enfant d'un époux ou d'une épouse qui n'est pas un enfant biologique. S'il y a eu un mariage avant que l'enfant ait 16 ans, cet enfant est citoyen américain
ou résident, ça peut être un enfant qui est qualifiant, d'accord? Et un parent qui est un step parent, d'accord? Donc un parent par alliance, c'est également qualifiant. Mais il faut bien penser à documenter cette relation entre la personne qui essaye de voyager et la personne qui est la raison pour laquelle la personne qui voyage est exempte, d'accord? Donc, n'oubliez pas de documenter une relation entre l'enfant et le beau-parent ou le step brother ou sister, d'accord? Donc, où est-ce qu'on avance? Donc, quelques petits changements sur l'été par rapport à la dernière fois où on a fait un séminaire, c'est que le Department of State a clarifié les situations des dépendants, d'accord? Donc, jusqu'au printemps, c'était pas clair du tout qui pouvait bénéficier d'une exemption par rapport au fait que la personne est liée à une personne qui travaille aux États-Unis. Donc, disons qu'on a une épouse qui travaille aux États-Unis, qui ne sort pas des États-Unis, qui est en statut valide aux États-Unis, et un époux qui a dû rentrer en France et qui n'est pas, donc l'épouse est aux États-Unis sur un visa de travail, l'époux a dû voyager en France pour rencontrer de la famille, avait un visa qui était valide ou a fait une demande de visa qui a été sur laquelle il a fait une demande de National Interest Exception. Tant que cette personne peut démontrer qu'il y a une relation de famille avec une personne qui est exempte du travel ban, donc si la personne n'est pas présente sur le territoire européen, donc qui est sous le travel ban, cette personne est exempte. Et donc si cette personne travaille donc sur un emploi de long terme, fait des études ou des recherches qui vont durer plus de 4 semaines, les dépendants sont éligibles pour demander cette exception. D'accord? Donc, si vous avez par exemple de la famille, des enfants de moins de 21 ans qui étudient en Europe mais qui veulent venir directement pour rejoindre la famille pour un séjour court parce qu'ils ont besoin de venir rendre visite à quelqu'un qui travaille ou qui fait des recherches de long terme aux États-Unis, il y a une exception qui a été clarifiée cet été. Le deuxième point, c'est les étudiants en visa F, M, les J1 académiques tels que les étudiants, professeurs, chercheurs de long terme peuvent bénéficier d'adjudication sans interview. Donc, le Department of State a réduit les critères, donc a allégé les critères sur qui peut bénéficier de cette demande initiale ou cette demande de renouvellement de visa étudiant assez récemment, le 14 septembre. Et de plus, sur les pays qui sont affectés par le travel ban, c'est normalement une exception qui est automatique. D'accord? Donc, s'il y a besoin de passer par le consulat, le fait que ce soit une demande sous un F ou un M, par exemple, fait qu'il n'y a pas à documenter une National Interest Exception en plus. Il y a eu donc d'autres catégories qui sont toujours là. La catégorie qui pose le plus de problèmes, bien sûr, c'est pour les personnes qui travaillent aux États-Unis et qui ont besoin d'un National Interest Exception pour revenir. Ces critères-là ont un tout petit peu changé sur l'été parce qu'ils ont ajouté un critère pour les investisseurs, mais les critères restent grosso modo les mêmes, et c'est-à-dire qu'on a une exception pour les personnes qui fournissent un support vital à une activité économique critique aux États-Unis et dont la présence est essentielle pour faire performer cette fonction aux États-Unis, et les individus qui viennent donner une direction exécutive à une activité économique significative aux États-Unis. Et donc ça, c'est avisé pour les investisseurs et les niveaux exécutifs très hauts. Et donc des personnes qui viennent apporter une stratégie, une direction à l'entreprise américaine ou à l'investissement international qui vient d'être fait aux États-Unis. Donc, ces NIE-là sont donnés au compte-gouttes et je pense que c'est ce qui a posé le plus de problèmes sur les quelques derniers mois pour l'obtention d'un visa, pour l'obtention d'un rendez-vous et puis pour la capacité de voyager. Le point positif de l'été… Ces NIE jusqu'à la levée de ce ban, c'est toujours ce qui se passe pour le moment, c'est ça, Églantine?
Tout à fait. C'est toujours le seul processus qui est disponible, en dehors effectivement des 14 jours hors espace, on va dire Schengen en général. Mais est-ce que la lecture de dire que la levée donc pour justement les Européens vaccinés lorsqu'on va avoir les détails, mais effectivement le mois de novembre a été prononcé, va normalement pouvoir permettre aux personnes vaccinées, on va dire françaises et européennes, mais françaises dans notre cas, de venir aux États-Unis, donc maintenant de pouvoir venir aux États-Unis voir leur famille en touriste et également de ne plus avoir à passer par les NIE pour tous nos détenteurs de visa qui vont, en étant vaccinés. C'est le but de l'annonce qui a été faite, correct ou incorrect? C'est tout à fait le but de l'annonce, c'est d'alléger ce requis, surtout autour du NIE, pour les personnes qui sont déjà détentrices d'un visa, donc pour permettre ce voyage directement sans devoir poser une question au consulaire. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça sera pas une des guidelines d'implementation. Ça peut peut-être être, le Department of State peut tout à fait dire, pour le futur, les personnes vaccinées peuvent voyager, mais elles doivent passer par le consulat pour prouver la vaccination. On n'en sait rien. À l'heure actuelle, il n'y a pas pour l'instant, on n'a pas d'ordre d'idée sur comment ça va être mis en place. Par contre, à partir du moment où ça sera mis en place, ça sera valide à la fois pour la question du voyage, du déplacement, mais ça aura un impact aussi direct sur la capacité à obtenir le visa. Ce qui bloque beaucoup de personnes dans la communauté française à l'heure actuelle, c'est les personnes qui ont un statut aux États-Unis, mais le visa a expiré. Et donc, il faut se présenter au consulat pour obtenir un nouveau visa. Et ces rendez-vous consulaires à l'heure actuelle sont donnés au compte-gouttes parce que y a toujours un staffing réduit dans les consulats à cause des situations de Covid. Et il y a une préférence sur les personnes qui peuvent documenter qu'elles qualifient pour le NIE ou qu'elles qualifient pour une demande d'expédition du rendez-vous consulaire. D'accord? Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les rendez-vous, à l'heure actuelle, la manière dont les rendez-vous consulaires sont mis en place n'ont pas changé. Et donc, pour l'instant, vous allez voir des dates qui sont distantes dans le futur. Ça ne veut pas dire qu'une fois qu'il y aura des guidelines d'implementation, ça ne va pas changer. Mais à l'heure actuelle, c'est toujours cet axe de limiter les rendez-vous actuels et les ouvrir surtout pour les personnes qui ont documenté un besoin urgent et un élément qualifiant tel qu'une qualification sur une NIE. D'accord, mais alors par rapport à ça, sur ce sujet qui est important également, Églantine, si tu me le permets, nous, dans les discussions avec le Department of State, ils nous ont expliqué également la façon dont les budgets sont structurés pour les postes à l'international et que, effectivement, depuis le début du Covid, les rentrées de revenus sur l'ensemble de ces postes, ambassades, consulaires, se sont effondrés évidemment puisqu'ils ont délivré beaucoup moins de visas, etc. Et donc, ils ont eu des réductions d'effectifs qui étaient assez drastiques. Et donc, la question, Églantine, c'est même s'il va y avoir cette levée du ban, aujourd'hui, nous, on a eu 3 cas. Un cas de quelqu'un qui a pris un rendez-vous, qui nous a appelé, qui a son premier rendez-vous fin mai 2022. 2 autres personnes qui se sont vues annuler leur rendez-vous et repousser de 3 et l'autre 4 mois. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on doit s'attendre ou pas finalement lorsque il va y avoir cette levée du ban pour nos détenteurs de visa? Est-ce que la machine va pouvoir repartir ou est-ce qu'on est également sur un problème budgétaire et de personnel qui va faire que le temps d'attente ne va pas s'améliorer? Je pense qu'on est toujours dans l'entonnoir. Ça va toujours être problématique une fois qu'ils ouvrent parce qu'il risque d'y avoir beaucoup de monde qui demande de rendez-vous. Maintenant, les retards consulaires varient beaucoup d'un État à l'autre. D'accord? Donc, il y a certains consulats qui, jusqu'à récemment, avaient beaucoup de rendez-vous ouverts. Donc, ça ne veut pas dire qu'une fois qu'il y a la levée, une fois qu'il y a un changement sur les règles, si la France est débordée, ça n'empêche pas forcément d'aller faire une procédure consulaire dans un pays tiers. Tous les consulats n'autorisent pas forcément un ressortissant tiers sans justificatif de lien au pays, mais certains pays l'acceptent. Donc après, ça va être certainement une grosse pioche dans les options consulaires. Certaines procédures ont besoin d'être dans le consulat qui a été annoncé quand il y avait une pétition qui était derrière. Donc, c'est des procédures qui seront
pas forcément changeables de consulat, mais je ne pense pas qu'on va voir d'accélération fondamentale. Par contre, ce qui est en place à l'heure actuelle et je pense va le rester, c'est que le Department of State avait allégé les règles pour les renouvellements de visa qui n'ont pas besoin d'être faits en personne. Et je pense que s'ils arrivent à faire passer pas mal de gens sans interview, ça va alléger les demandes de rendez-vous. Donc, en fait, on pourra avoir en fait 3 cas de figure, Églantine. Finalement, lorsqu'on aura les données et les détails sur la levée du ban, finalement, le plus simple, ça va être pour ceux qui vont venir en touriste, en ESTA, parce que ça devrait avoir un impact immédiat où les gens pourront entrer en ESTA immédiat. Les personnes qui vont être liées à une interview dans un poste consulaire comme l'ambassade de France aux États-Unis, eux, risquent d'être toujours sous les mêmes délais d'attente de ces rendez-vous. Donc, en fait, on risque Alors, toujours… l'ambassade américaine en France. Oui, l'ambassade des États-Unis, oui, à Paris, excuse-moi. Mais donc, en fait, on risque d'avoir, donc, finalement, pour tous ceux qui viendront en ESTA, une procédure donc, de reprendre une dynamique normale aux États-Unis. Et pour malheureusement tous ceux qui sont encore tributaires d'un rendez-vous au consulat des États-Unis, une attente qui devrait rester à peu près la même malgré la levée du ban. On verra. À mon avis, ça sera un wait and see game. J'espère que ça va… Le fait que qualifie sans avoir cette documentation additionnelle du MIE, ça va alléger le temps d'adjudication qui est associé à chaque dossier et donc ça permettra possiblement de prendre plus de rendez-vous. Et puis les personnes qui ne pouvaient pas qualifier sur un MIE, qui là désormais pourront qualifier sur leur renouvellement, il y a quand même un grand nombre de personnes qui vont être affectées qui risquent de chercher à obtenir un rendez-vous consulaire à ce moment-là. Je pense que ça va être une balance de données. Ce que je voulais vraiment pointer du doigt, c'est qu'à l'heure actuelle, la prise de rendez-vous n'a pas changé. Donc, les règles sur comment les consulats assignent les rendez-vous sont les mêmes. Ce qui veut dire que pour l'instant, il n'y a pas d'ajout d'éléments de réflexion du côté consulaire, que la personne est vaccinée ou non, ou NIE, pas NIE. À l'heure actuelle, c'est un retard des rendez-vous réguliers et un avancement des rendez-vous qui peuvent être expédiés et qui démontrent un besoin de rentrer aux États-Unis. Deux questions complémentaires que l'on a sur le chat, Églantine. Une première, c'est est-ce qu'on peut présenter un dossier dans plusieurs ambassades en même temps? Ça dépend du type de visa. D'accord, ok. L'ESTA, on sera toujours normalement sur une prise d'ESTA en ligne comme on le faisait auparavant. Il n'y a eu aucun changement annoncé par rapport à l'ESTA. Aucun changement sur l'ESTA. Gardez à l'esprit que la quarantaine, elle doit être complète au moment où vous vous présentez aux États-Unis. Et il y a eu alors, je n'ai pas eu de clients affectés, je n'ai pas de connaissance de personnes affectées directement, mais il y a eu des cas de refus d'ESTA ou d'annulation d'ESTA après qu'il y ait eu une prise de billet d'avion du pays tiers vers les États-Unis. Donc, je dis toujours de faire attention et de bien contrôler l'ESTA tout au long du séjour en quarantaine. Une autre question, est-ce qu'on sait s'il y a des ambassades qui acceptent aujourd'hui les dossiers de pays tiers? Il y en a. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, les consulats et ambassades qui acceptent les pays tiers, en général, ne priorisent pas les pays tiers. Donc, vous pouvez essayer. Je sais que j'ai des échos qu'en Belgique, ça allait assez rapidement sur certains visas. Pour des pays tiers, il y a beaucoup de personnes qui sont passées à l'été en Roumanie. Le problème, c'est que là, la Roumanie, les règles ont changé, donc il y a des restrictions, c'est plus compliqué. Le problème, c'est que c'est vraiment c'est des évolutions un peu au jour le jour. Et donc, il faut bien contrôler les règles sur l'arrivée et le départ du pays tiers. C'est ça qui peut poser plus de problèmes qu'autre chose. D'accord, ok, merci.
Donc, par rapport à ça, est-ce qu'il y a d'autres précisions que tu veux partager, Glantine, par rapport à la situation actuelle et par rapport à ce que devra changer la levée donc, de ce ban? Donc, à mon avis, à l'heure actuelle, c'est vraiment considérer qu'il n'y a pas de changement. Donc, continuer à avancer comme ça a été le cas tout le printemps et tout l'été. Je voulais pointer du doigt que pour les personnes qui sont en période d'ajustement de statut, d'accord, donc vous avez envoyé un dossier de carte verte et vous avez reçu une autorisation de voyage temporelle qui s'appelle un Advance Parole Document. C'est un document qui est ici, si vous le demandez, qui autorise à voyager hors des États-Unis et à revenir pour continuer la procédure de demande de carte verte. Ce papier-là n'est pas un visa, c'est un papier indépendant, d'accord. Et donc, à savoir que Paris a eu un peu des aléas sur la manière dont ils ont interprété ça, et que donc, à l'heure actuelle, ça tombe sous l'autorité de CBP. Donc, il faut quand même faire un premier contact avec le consulat, mais c'est les douanes qui vont finalement adjudiquer une demande de National Interest Exception pour un retour. Donc, par exemple, si vous êtes marié à un citoyen américain, à l'heure actuelle, vous êtes exempt des règles qui sont associées au confinement. L'advance parole et cette exemption immédiate vous permet de vous présenter à l'avion et de documenter donc votre relation et de voyager sur ce papier sans être passé par le consulat. Mais si vous essayez d'obtenir une NIE donc qui est basée sur votre poste, ça, il faudra très certainement passer par les douanes et donc il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. OK. Une autre question, peut-on prendre un rendez-vous donc dans les ambassades sans être sur le territoire français? Donc, les rendez-vous, oui, mais Paris oblige à avoir été présent 10 jours sur le territoire pour pouvoir se présenter en rendez-vous. Donc, à planifier qu'il y a toujours des risques d'annulation si au moment où ils regardent ça, si vous n'aviez pas passé ces 10 jours. Ce qui pose problème à l'heure actuelle, c'est les NIE. C'est les NIE qui nécessitent d'être sortis des États-Unis. Ce n'est pas les rendez-vous consulaires eux-mêmes. D'accord. Et il y avait je crois qu'il y a eu une incompréhension quand on a parlé de quarantaine, bien précis. Enfin, normalement, lorsque le ban actuel va être levé suite à l'annonce qui a été faite, mais pour lequel, comme on l'a dit, on n'a pas encore les données et le décret propre. Mais normalement, non, il ne devrait plus y avoir de quarantaine, correct, Églantine, pour rentrer aux États-Unis une fois que enfin, on n'a pas le décret, mais le bon sens voudrait que justement, il n'y ait pas de quarantaine avant de venir sur les territoires pour les gens qui sont vaccinés. Encore une fois, c'est ce que voudrait le bon sens. On verra, mais normalement, effectivement, le but est de nous, les discussions qu'on a eues avec les autorités américaines, c'est effectivement de lever le ban actuel pour toutes les personnes vaccinées européennes qui pourront revenir soit en voyage de tourisme ou en voyage d'affaires, soit pour les détenteurs de visa pourront revenir sur le territoire américain. Voilà. Ça, c'était Tout à fait. pour les deux questions. Donc, C'est l'objectif. voilà, c'est l'objet, absolument. On a eu aussi, alors ce n'est pas directement lié à ça, mais on a beaucoup, beaucoup de questions et on reçoit beaucoup de vos demandes par rapport au pass sanitaire. Donc, pass sanitaire, et on en a parlé aux autorités françaises également. Donc, deux choses. Un, si vous devez aller en France pour le moment et faire des demandes, il y a un site de démarche simplifiée qui a été mis en place, qui est beaucoup plus efficace que la procédure que nous avions auparavant. Et normalement, la grande majorité des personnes qui utilisent le site de démarche simplifiée reçoivent leur passe sanitaire de façon beaucoup plus efficiente, en général en 24 heures, 48 heures, parce que le premier site qui avait été mis en place, certains ne l'ont jamais reçu, certains l'ont reçu après 7, 8, 9 semaines, et donc ont dû aller pour faire des tests Covid tous les 3 jours pour avoir un pass sanitaire, on va dire, temporel. Mais normalement, avec le site des démarches simplifiées, vous l'avez assez rapidement. Donc, et on n'a jamais eu de réponse des autorités françaises sur
sur aucune règle qu'ils auraient mis en place pour délivrer ces passes sanitaires. Donc voilà, et faites quand même attention à bien donner vos documents de façon la plus propre possible, la plus structurée possible, parce que si jamais il manque un document, vous n'aurez pas d'email de retour et votre demande passera simplement à la trappe. Et contrairement à ce qui avait été dit, si vous ne recevez pas de réponse après quelques jours, refaites une demande. On avait dit au départ qu'il ne fallait pas refaire de demande, mais en fait, si vous n'avez pas de réponse après quelques jours, n'hésitez pas à refaire une demande de passe sanitaire. Une question également, Églantine, est-ce que les non-français européens qui ont reçu leur vaccin aux USA peuvent recevoir un pass sanitaire? Alors, non, ça c'est pour nous. Est-ce que les non-français européens, oui, qui ont reçu leur vaccin aux USA peuvent recevoir un pass sanitaire en France s'ils voyagent en France? Oui, absolument. Il y a notamment pas beaucoup d'Américains qui sont sur les US et ils peuvent avoir un pass sanitaire pour l'Europe, il n'y a pas de problème. Donc voilà pour la réponse. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Donc Églantine, d'autres sujets, d'autres informations clés à partager à ce jour avec nos participants? Non, je pense que ce qu'il faut surtout, c'est être un peu patient. Les têtes d'agence sont arrivées progressivement depuis janvier. Tout n'était pas forcément en place. Il y en a qui sont arrivés beaucoup plus récemment. Donc, à l'heure actuelle, je pense que c'est des gros aspects de politique qui ont des implications générales. Et donc, progressivement, les choses après les autres vont commencer à se mettre en place. Donc, gardez à l'esprit que pour l'instant, c'est encore un peu lent. C'est long au niveau consulaire, c'est long en procédure interne. Je pense que progressivement, les objectifs d'agence ont changé, la manière dont le staff est formé et les objectifs d'adjudication ont changé. Donc, on est en train de voir des améliorations au quotidien, nous, en tant qu'avocats d'immigration. Mais les délais sont encore très longs sur beaucoup de procédures. Donc, il faut prendre un peu notre mal en patience. Je pense que c'est en train de changer dans le positif. Ça sera au moment, là, sur la question des voyages, ça sera au moment où ça arrive. Garder un œil ouvert sur les annonces de la Maison-Blanche, les annonces du Department of State, les informations fournies par le site du consulat américain à Paris. Tout cela sont mis à jour assez régulièrement et auront les informations les plus proches. Et puis nous, dès qu'on a des informations de guidelines vraiment précises, on fera un séminaire de suivi où on parlera en pratique de comment les choses vont changer. Voilà, donc absolument. Encore une question, est-ce que le consulat à Paris continue à annuler des rendez-vous? Oui. J'ai eu encore 2 cas aujourd'hui de rendez-vous annulés, de personnes qui nous ont appelés pour nous en parler. Malheureusement, notre capacité d'action sur le staff de l'ambassade des États-Unis à Paris sont extrêmement limitées. Ils n'aiment vraiment pas avoir des coups de téléphone de notre part ou des demandes quelles qu'elles soient et ils ont été très clairs là-dessus. Oui, les rendez-vous sont toujours annulés et comme je disais tout à l'heure, nous avons eu un cas d'une personne qui nous a appelé aujourd'hui également pour nous signaler qu'elle avait pris rendez-vous aujourd'hui et qu'elle avait eu un rendez-vous fin mai 2022 et une autre en juin 2022. Donc voilà le feedback qu'on peut vous donner à ce jour. En tout cas, ça reste une question, les NIE pour académiques ne concernent pas les H1B, correct? Voilà, donc vous voyez la moue d'Églantine, c'est la réponse. Donc voilà la réponse pour Léla. La moue d'Églantine vous donne la réponse, désolé. On va continuer à scruter ce fameux décret officiel qui nous donnera, mais ça reste une excellente nouvelle qui est une nouvelle officielle de cette levée du ban pour le mois de novembre. Et effectivement, en reprenant et les discussions qu'on a eues, ce serait pour début novembre. On n'a pas encore la date exacte et les paramètres exacts, mais dès que nous les avons, évidemment, nous vous les communiquerons immédiatement et nous ferons un webinar immédiat. Si vous avez des questions ou si vous avez des situations où on peut essayer de vous aider, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez me contacter à tout moment par email. Je vais remettre mon email ici. Il y a ma collègue, je sais, Véronique Bévière, qui est sur cette vidéo, qui est également
également à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour tout soutien et tout besoin que vous auriez. On parle de l'immigration ce soir, mais ça peut être sur toute question. Nous sommes à votre disposition. Ça peut être des questions de santé, des situations de détresse, des questions de fiscalité, des questions de… Quelle que soit votre problématique, nous sommes là pour être à votre disposition et pour vous aider au mieux. Voilà. Donc, encore une fois, une bonne nouvelle de la part du département d'État américain. Et dès que nous avons les liens, nous le partagerons avec vous et nous ferons un webinaire immédiatement. Merci encore, Églantine, à toi pour ton temps, comme d'habitude, et pour toutes tes explications et tes compétences. Nous t'en remercions. Avec plaisir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à chacune et chacun d'entre vous. Portez-vous le mieux possible et nous restons toujours à votre disposition. Bonne soirée, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.